Bonjour tout le monde. Alors, on va débuter le conseil d'arrondissement. Est-ce que ça va, la technique derrière? Super, excellent. Alors, bonjour. Bienvenue en ce mardi 7 juillet 2026 au conseil d'arrondissement. Mon nom est Caroline Braun, je suis votre mairesse et je vais demander aux élus de se présenter ainsi qu'aux équipes. Alors, Maude Choco, conseillère d'arrondissement pour le district Jeanne Sauvé. Bonsoir tout le monde. Merci Daïs Plante, conseillère d'arrondissement pour le district de Joseph Beaubien. Bonsoir à tous et toutes. Georges Doulos, conseiller d'arrondissement Claude Ryan. Monsieur Meloche, vos équipes. Bonjour à tous. Jean-François Meloche, directeur de l'arrondissement. Julie Desjardins, secrétaire d'arrondissement. Je suis accompagnée de Gerda Philistin et Olivier Salvas, secrétaire recherché. C'est Kim Gentil qui vient de quitter, analyste juridique. Sonia Vibert, je suis directrice gestion du territoire, du patrimoine et du bureau de projet. Bonsoir, Anne-Marie Poitras, directrice de la direction adjointe de la qualité de vie. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter, normalement, on fait des mots des élus avant de débuter les séances de questions des citoyens. Par contre, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'était la cérémonie pour le policier qui est décédé suite à la fusillade le 22 juin. Alors, Maître Desjardins, j'aimerais ça au nom du conseil d'arrondissement, on aimerait tenir une minute de silence en l'honneur de M. Mohamed Lamine Ben Redouane. S'il vous plaît, une minute. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci, Maître Desjardins. Alors, débutons avec le mot des élus. D'abord, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés malgré la chaleur. À ceux qui nous écoutent en ligne via l'air climatisé, bonne décision. Il fait très chaud ici. Ce soir, on va parler de différents points, mais on va parler du plan de mobilité durable. Donc, c'est le second vote suite au dernier conseil. On va vous parler aussi d'une nouvelle mesure qu'on met en place pour les travaux sans permis. On va parler également de l'année financière 2025. L'analyse est terminée et je vais terminer en parlant d'un événement qui est arrivé vendredi soir dans l'arrondissement d'Outremont. Donc, le plan de mobilité durable, on en a beaucoup parlé. C'est la phase aux alentours de l'école Kern, PGL et Buissonnière. C'est Fairmount, Bloomfield et Saint-Viateur. C'est le deuxième vote aujourd'hui. Le projet n'est pas modifié, sauf Saint-Viateur. Le sens unique va être annoncé jusqu'à Hutchison. On a beaucoup hésité avant de faire le sens unique jusqu'à Hutchison parce que il y avait des enjeux, il y aura des enjeux de connectivité au plateau, mais après analyse, on a décidé que c'était plus logique d'aller de cette manière-là et d'amener le plan de mobilité jusqu'à Hutchison. Ensuite, parlons des inspections. Donc, on a quand même quelques situations de travaux qui sont faits dans l'arrondissement d'Outremont sans permis. On s'est doté d'un nouveau pouvoir d'inspection et on charge à chaque fois que l'inspecteur se présente, mais uniquement quand il y a des travaux sans permis. En ce moment, on charge 200 $ pour les seconde inspection, donc une réinspection suite à une première inspection. Évidemment, si les travaux sont non conformes. Ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est d'augmenter les tarifs, c'est-à-dire pour la première réinspection, ça va être 300 $ et pour les récidives, on serait à 1 000 $ la réinspection. Ce qui doit être bien retenu dans cette nouvelle mesure-là, c'est que si les personnes se conforment, il n'y a pas de frais qui sont
qui vont être facturés aux demandeurs ou à la personne qui fait les travaux. Donc, c'est vraiment une mesure qui est dans le but de s'assurer que les gens soient motivés à faire des travaux avec permis et à se conformer à la réglementation. Ensuite, on a terminé l'analyse du budget 2025 et ce qui a été mis en lumière, on le vote aujourd'hui, donc on va le déposer officiellement. Ce qui a été mis en lumière par rapport à ce budget-là, c'est qu'on va faire un déficit d'un montant d'environ 1,5 million. Les budgets à Outremont sont toujours faits d'une manière très simple, c'est-à-dire on fait une évaluation de ce qu'on va avoir comme budget, comme revenu, puis en fonction de notre évaluation, eh bien, on prévoit un budget. Donc, des dépenses, les salaires, les inspecteurs en propreté, l'école bleue, les factures d'hydro, les factures de gaz naturel, toutes les choses qui sont payées au budget de fonctionnement. Les prévisions qui avaient été faites n'étaient pas anormales par rapport aux prévisions qui ont été faites les années précédentes. Par contre, les revenus n'ont pas été au rendez-vous. Et ce que l'arrondissement a tendance à faire dans les dernières années, c'est de balancer le budget avec le surplus. Donc, après une année fiscale, on reçoit de l'argent supplémentaire et on a tendance à balancer notre budget avec le surplus. Et en 2025, finalement, les revenus n'ont pas été au rendez-vous, donc les estimations n'ont pas été au rendez-vous. On a fait moins d'argent que ce qui avait été prévu. Et aussi, on a eu des mauvaises surprises. Par exemple, on a un dossier de la CNESST qui s'est réglé dans lequel on a dû débourser un montant d'environ $1,5 million qui n'avait pas été prévu, évidemment. Et on comptait également sur des revenus de permis suite à des travaux qui n'ont pas été déposés dans cette année fiscale-là, mais qu'on va recevoir cette année. Donc, il y a à peu près $1 million qui provient de revenus de travaux qu'on va avoir dans une année fiscale différente de celle de 2025. En conclusion, ce déficit-là qu'on vote officiellement aujourd'hui, ça met quand même la lumière sur un problème structurant à Outremont, c'est-à-dire la manière qu'on finance et qu'on boucle nos années budgétaires. On a eu une bonne nouvelle en 2026. On a eu quand même une enveloppe budgétaire supplémentaire d'1 demi-million de la part de la Ville. Puis je pense qu'on va continuer à faire des représentations en ce sens-là pour qu'il y ait un rééquilibre. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous dire qu'on va se lancer dans les prochaines semaines, parce que c'est pas mal ça qu'on va faire cet été, dans une analyse budgétaire complète de l'ensemble des dépenses de l'arrondissement et de l'ensemble des revenus. Donc, c'est ça qu'on voulait vous annoncer. Et je voulais également vous parler d'un événement qui est arrivé vendredi soir. Vous êtes probablement au courant. Vendredi soir, durant la nuit, il y a des gens qui se sont promenés dans l'arrondissement et dans le plateau Mont-Royal, dans le Myland. Et on sait à ce stade-ci que c'est minimalement 3 personnes et qui ont décidé de viser des hommes juifs hassidiques dans l'arrondissement. Ces personnes-là ont été filmées parce qu'on est à l'heure où tout le monde a des caméras sur ces maisons et ils ont décidé d'attaquer 10 personnes différentes. Ces personnes-là ont décidé, je dis des personnes parce que je ne les connais pas, je ne les reconnais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des hommes. Je ne suis pas capable d'estimer l'âge non plus. Et ils ont décidé d'attaquer des messieurs dans leurs uniformes traditionnels pour voler les chapeaux traditionnels. Alors, on voit sur les vidéos ces hommes foncer sur ces messieurs-là, ces religieux-là, prendre leur habit traditionnel religieux et partir en courant par la suite. On voit aussi des actes de violence, des agressions. 10 événements. Par peut-être minimalement 3 personnes différentes. Dans notre arrondissement, le jour où on sait que les Juifs hassidiques n'utilisent pas leur téléphone cellulaire. Et je dois vous avouer que je suis vraiment choquée par cette montée, par cet événement-là, mais aussi par tout élément de violence qui pourrait se dérouler dans notre arrondissement. On est un quartier familial, on est supposé d'être sécuritaire. C'est anormal qu'il y ait un événement comme ça qui se déroule. Ça met aussi en lumière un problème qu'on vit dans notre société actuelle.
je peux vous dire que nous-mêmes, comme élus, je pense qu'on est toutes aux premières loges d'une montée de l'intolérance, d'une montée du racisme, d'une montée de gestes et de paroles haineuses. On a vu des graffitis haineux apparaître dans l'arrondissement. On s'arrange pour les faire effacer le plus vite qu'on peut, évidemment. Mais je me dois de le dire haut et fort, ce genre d'événement-là, c'est inacceptable. Montréal doit rester un lieu de paix pour tout le monde, peu importe sa religion, peu importe sa couleur, peu importe son genre, son orientation sexuelle. C'est inacceptable que des événements comme ça aient lieu dans une ville comme Montréal. Je termine en disant qu'évidemment, on a contacté le SPVM, on a la sécurité publique également qui est consciente de cet événement-là. On n'a pas encore fait la lumière sur l'événement et puis, quand on aura plus d'informations, on sera en mesure de les donner. Alors voilà, c'est important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Je pense qu'on devrait tous réfléchir à ça au quotidien, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion. Et voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à Mme Choco. Merci. Donc, bonsoir à nouveau. Sans revenir en détail sur cet événement-là, parce que Mme Braun en a parlé assez, je tiens quand même à dire une certaine préoccupation que je dénote dans l'attitude des gens, de façon générale, au niveau d'une certaine intolérance de qui que ce soit qui a des points de vue différents. Donc, j'ouvre l'examen de conscience que je nous invite tous à faire parce qu'il est aussi tendu entre cyclistes et automobilistes et piétons. On l'a vu dans les commentaires qu'on a reçus suite à la mise en place potentielle du plan de mobilité durable. C'est absolument incroyable de voir le genre de commentaires qu'on reçoit et je vais dire le mot, l'agressivité de certains, que certains portent. Et j'invite vraiment tout le monde à réfléchir à la portée de ce qu'on dit entre nous, des petits commentaires qu'on peut faire à l'égard de certaines choses qui nous irritent, que ce soit parce qu'il y a un cycliste qui débarque pas de son vélo sur Bernard ou que ce soit parce qu'il y a un voisin qui met ses feuilles dans la rue ou je ne sais trop quoi d'autre. Peu importe le type de comportement qui nous dérange, je nous invite vraiment à prendre une respiration puis à prendre conscience quand même que par moment, les mots qu'on utilise et l'agressivité qu'on a en utilisant ces mots-là, ça a une répercussion à long terme sur l'ensemble de notre communauté. Alors vraiment, s'il vous plaît, j'ai commencé mon mandat en dire que je voulais inviter les Outre-Montans à prendre soin les uns des autres. C'est à ça que je pensais, puis je vous avoue que quelques mois plus tard, je ne peux que réitérer cette invitation-là. J'essaie d'être un exemple, je ne le suis pas tout le temps, mais j'espère sincèrement que chacun d'entre nous pouvons incarner cet exemple-là. Alors, sur une note positive, et parce que ça fait du bien à l'âme et je trouve que ça permet de nous encourager à être ouverts sur les autres et à pratiquer notre empathie, parce que je pense que c'est de ça dont on a besoin beaucoup les uns les autres, c'est de l'empathie. On a une programmation culturelle et artistique absolument foisonnante à Outremont cet été. Il y a plein d'événements en extérieur, que ce soit des pièces de théâtre, des projections de films, des expositions, un DJ sur Bernard, de la danse, du cirque. Je vous invite vraiment à vous inscrire à l'infolette d'Outremont pour avoir le détail au fur et à mesure. C'est à toutes les fins de semaine qu'il se passe des choses et presque à tous les jours en juillet et en août. Vous pouvez m'écrire aussi pour que je vous donne le détail parce que ce serait ridicule que je commence à vous faire la liste maintenant. Donc, c'est facile de nous retrouver, là, nos adresses courriels. Vous pouvez juste taper sur Google mon nom, vous allez me voir et vous pourrez m'écrire avec grand plaisir. Et je finis sur deux très, très bonnes nouvelles. Le chalet du Parc Pratt est réellement en rénovation. Ça avance. Ils sont même un peu peut-être fatigants pour les voisins, mais encore une fois, je les invite à la tolérance parce que c'est une bonne nouvelle. Ça s'en vient, ça va bientôt se finir. D'ici quelques mois, ça sera terminé vraiment et ça avance vite. Et le chalet du Parc Joyce, l'appel d'offres est donc toujours en cours et normalement, les enveloppes pour les offres qui auront été déposées seront ouvertes la semaine prochaine. Donc, on avance. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à vous malgré la chaleur incroyable. Premièrement, je veux joindre ma voix haut et fort à ce que mes deux collègues ont dit. Je ne vais pas répéter, mais je trouve que c'est vraiment important d'avoir une conscience et de l'empathie
sur le vivre ensemble et sur tout. Je vais laisser ça, vous avez bien entendu, elle communique à merveille. Je vais commencer par parler de l'ouverture de nos installations estivales qui se sont passées. La saison de tennis, comme vous avez vu, est maintenant bien lancée. Les terrains ils sont super utilisés. Si vous passez dans les parcs, le parc Kennedy aussi d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué à quel point la piscine est populaire cet été, sûrement à cause des grandes chaleurs. Il y a aussi la rue Bernard qui est en pleine effervescence, ses terrasses, les commerces, l'animation qui a été mentionnée, qui fait vraiment le charme. Je vous invite à y aller, à participer à la vie de quartier en ce moment qui est en pleine effervescence. Avec la chaleur qui s'installe, j'ai une bonne nouvelle. Il y avait eu des questions au dernier conseil concernant les abreuvoirs et les filtres qui n'avaient pas été changés. Maintenant, ils sont majoritairement ouverts. J'ai même fait le tour aujourd'hui à la course pour les voir. Les problèmes de filtres sont maintenant changés, donc réparés. Fait que les abreuvoirs sont ouverts pour ceux qui le demandaient, notamment celle au parc Outremont qui avait été discutée au dernier conseil. Dans le même sujet de l'eau, je vais aller un peu contre-intuitif à ce que je viens de dire, mais en raison de la situation qui touche actuellement l'approvisionnement de l'eau potable sur l'île de Montréal, l'arrondissement fait des efforts. En ce moment, vous allez voir que l'arrêt des fontaines décoratives, l'accélération des réparations des fuites d'eau qu'il y a sur les bâtiments municipaux. On essaie vraiment de faire notre part pour cette situation-là qui est vraiment horrible, dois-je dire. On vous invite aussi à faire la vôtre. Je sais qu'avec ces chaleurs-là, on ne peut pas tout faire, mais des petits gestes comptent beaucoup plus qu'on pense. Je tiens aussi à saluer également le travail remarquable des équipes, des opérations de la voirie, des parcs. Depuis plus d'un mois, vous avez vu, il y a eu la kermesse, il y a eu la fête nationale, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Les organisateurs ont vraiment pu compter sur ces ressources-là. On a eu des super beaux commentaires des résidents, des organisateurs, donc bravo. Ça a vraiment été au bénéfice de tous les citoyens. Ces mêmes équipes-là, comme vous avez pu le constater à travers l'arrondissement, ont complété le ménage du printemps puis poursuivent leurs efforts quotidiens. Je vous invite toujours à utiliser 3-1 quand vous remarquez des choses ou à nous écrire directement pour qu'on soit le plus rapidement, au courant de ce qui se passe, malgré qu'on est toujours dans l'arrondissement. Pour conclure, je vais y aller un peu plus. J'aimerais avoir une petite pensée pour Marc Messier, qui est un fier Outremontais et un fier Montréalais. On a appris son décès aujourd'hui. Moi, j'ai grandi en écoutant La Petite Vie, Lancez compte, malgré ses innombrables œuvres. Il faisait vraiment partie de le quotidien de plusieurs Québécois, de plusieurs Montréalais, de plusieurs Outremontais qu'il croisait dans la rue. Donc, je voulais juste souligner son héritage et que je crois qu'il va continuer à vivre à travers Montréal parce que c'est assez une légende. Donc, je fais mes plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés par son départ. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite commencer à en parler de nos efforts pour nettoyer et entretenir nos ruelles. Garder Outremont propre, sécuritaire et accueillant est une responsabilité que nous partageons tous. Ensemble, nous pouvons faire une vraie différence. Notre objectif est simple, créer une culture de propriété, de respect de la responsabilité dans nos communautés. En ce moment, nous donnons l'exemple en participant au nettoyage de nos rues et de nos ruelles. Nous montrons l'importance de prendre soin de nos espaces publics. Nous encourageons aussi les citoyens à faire leur part. Nous avons également vu que certains commerces et organismes de quartier ont dû intervenir pour ramasser des déchets laissés dans nos espaces publics. Je me suis rendu sur place pour rencontrer les personnes concernées et rappeler que la propriété de notre quartier est une responsabilité de tous. Quand les citoyens, les commerçants, les organismes et les arrondissements travaillent ensemble, nous pouvons garder Outremont propre, sécurité et accueillant. Chaque changement commençait par une petite étape. Aujourd'hui, cette étape consiste à montrer l'exemple et à sensibiliser notre communauté. Nous voulons également transmettre aux jeunes l'importance de garder nos espaces publics propres, car les valeurs de leurs enseignants aujourd'hui pouvons inspirer un changement positif qui sera transmis de génération à génération. Notre objectif n'est pas de passer tous nos mandats à nettoyer les ruelles. Nous voulons surtout encourager chacun à faire sa part. Je peux déjà vous dire que nous voyons une grande différence dans plusieurs de nos ruelles.
Avec le temps, nous espérons que ces bonnes habitudes vont continuer à se développer. Et si les changements n'arrivent pas, nous prenons d'autres mesures pour trouver de nouvelles solutions. J'aimerais enfin souligner que le mois de juin a été un bon mois à Outremont, rempli d'activités, de rencontres et de bons moments en communauté. Il y a eu plusieurs événements au parc Beaubien-Outremont qui est déjà passé. Le 3 juin, nous avons eu le plaisir de participer à une belle soirée végétarienne au cours de laquelle nous avons souligné l'engagement exceptionnel de nos bénévoles et leur remettant des prix. Le 5 juin, les citoyens sont réunis pour un délicieux souper de homard avec musique. Puis le 6 juin, un souper spaghetti a rassemblé plusieurs bénévoles, inclus notre mairesse, Mme Caroline Brand, la députée d'Outremont, Mme Rachel Bedayan, et les conseils d'arrondissement afin de servir notre citoyen et notre invité. Le 14 juin, le parc Beaumont a accueilli un autre bel événement. Malgré la pluie, les participants de tout âge ont pris avec enthousiasme à un cours de 1 à 10 km. La journée s'est terminée avec des collations et des beaux échanges. Le 21 juin, nous avons également eu le plaisir de participer à une séance d'exercice, de méditation et de yoga au parc Saint-Viateur. Ce fut un moment calme, agréable et très apprécié dans un magnifique environnement. Le 23 et le 24, nous avons aussi célébré la fête nationale de Saint-Jean-Baptiste à la place Allée-Gérard. Les participants étaient excellents. Ce fut un plaisir de voir autant de citoyens réunis pour profiter des festivités et regarder ensemble le match de soccer sur le grand écran. Le 25 juin, j'ai eu l'occasion de représenter la mairesse à l'exposition des voitures anciennes sur l'avenue Laurier. Toutes les journées, une trentaine de véhicules époque ont été exposés. Ça a été un magnifique spectacle que tout le monde a apprécié. Depuis, les activités sur le Bernard se poursuivent et apporté beaucoup de vie à notre quartier. J'invite tous les citoyens à participer et à profiter de ces deux beaux événements. J'aimerais aussi évoquer un événement que j'ai vécu personnellement, qui était à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Un monsieur, âgé de 85 ans, a fait une grave chute et s'est blessé à la tête le 23 juin en après-midi. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe d'urgence Hastola est arrivée rapidement sur le lieu et lui a offert les premiers soins. Pendant que je lui parlais en grec, qui est sa langue maternelle de le monsieur, ses premiers répondants bénévoles sont restés avec lui en lui offrant soins, soutien et réconfort jusqu'à l'arrivée d'ambulanciers. La mauvaise nouvelle, c'est que le service de sécurité incident n'arrive que 50 minutes plus tard. Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Mais je ne viens retenir que la bonne nouvelle et remercie sincèrement l'équipe Hastola pour son engagement et son excellent service. Enfin, je suis très heureux d'annoncer que la chalet de Parc Saint-Viateur est maintenant ouverte au public. C'est une excellente nouvelle pour notre communauté. Nous sommes convaincus que ce nouvel espace accueillerait de nombreuses activités et de bons événements où les citoyens pourront se rassembler et en profiter ensemble. Merci. Bel été, un bel été à tous et à tous. Christon. Merci beaucoup, Mme Aloulos. Donc, on peut officiellement débuter le conseil Maître Desjardins. Oui. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. La provision est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 7 juillet 2026 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. J'appuie. Je suis pour. 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 Excellent. Donc, on débute la séance des questions. Alors, on va débuter avec les personnes qui sont présentes. Madame Chartré.
Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Mesdames les conseillères. Bonjour, tout le personnel d'Outremont. Bonjour, Madame Poitras. Je ne viens pas souvent, mais quand je viens, ça compte. Je me suis levée ce matin, la madame était en colère. Elle l'est encore. Autour de chez moi, un dépotoir. Je m'évertue à verdir, à améliorer notre environnement. Un dépotoir. Là, trop, c'est comme passé. Alors, je vous ai fait un petit bricolage visuel parce que une image vaut 1000 mots. Est-ce que je peux aller vous le Bien sûr. donner? Bon. Ah, Madame Chartré, le maître Desjardins va le prendre. Voilà. Bon, voilà. Merci. Bon. Je vous invite à continuer parce que le temps tourne. Alors, si vous regardez dans votre document, le 1090 Laurier, que tout le monde connaît, c'est l'entrée des citoyens et des artistes lors de spectacles dans la place McGarrigle. Là, c'est pas si pire la photo qu'il y a, là, mais c'est un dépotoir. Les gens ont à traverser ça. Les petites poubelles biodégradables, j'aimerais savoir, parce que selon moi, le règlement, il faut les mettre à l'intérieur une fois qu'elles sont ramassées. Bien, c'est pas ça. D'habitude, elles sont toutes étalées partout, ça sent. En tous les cas, le 1090, je sais que vous connaissez la problématique, il va falloir changer ça. Vous avez le 417 Édouard-Charles, insalubrité. Vous le voyez bien, là? Il lance les poubelles du balcon. Ça fait 1 mois que ça dure. Ça s'empile. Il fait chaud. On a tous des ratons laveurs autour de chez nous. Bien, maintenant, on va avoir les rats. Alors là, ça, c'est inacceptable. Ça, là, c'est trop. Le 403 boulevard Saint-Joseph, bon, les poubelles ont été ramassées. 15 secondes. Lundi. Et mardi, un amoncellement de poubelles. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les meubles qui sont là, que depuis le déménagement, même avant, il y en a qui déménagent avant, qui ne sont pas ramassés. Alors, qu'est-ce que ça fait? Un dépotoir. Alors, ça vient de partout. Là, aujourd'hui, le personnel de M. Mazon a ramassé les poubelles. Et puis, suite à mon appel à Mme Lavallée, les meubles ont été ramassés. Bon. 451 Édouard-Charles, un dépôt de meubles, de poubelles. Les meubles ont été ramassés grâce à mon appel à Mme Lavallée. C'est pas que j'appelle pas au 311. Heureusement que je suis à retraite. C'est un ouvrage à temps plein. Il n'y a rien qui se fait. C'était pas comme ça avant. Vous étiez avant avec notre maire, M. Desbois et M. Germana dans notre secteur, le bonheur total. Je ne sais pas c'est quoi sa recette, mais ça fonctionnait bien. Là, il faut que ça cesse parce que quand on ne ramasse pas les choses à temps, que ça reste là, bien, ça fait des dépotoirs. Nous, on est à la frontière sur Hutchison, alors ça vient d'un peu partout. Et le stationnement, ben j'ai honte. Là, on a des touristes qui viennent, ils vont voir le festival de jazz, ce qu'ils vous disent « amazing ». Ben j'ai dit « c'est pas amazing, it's a disaster, monsieur, and I'm ashamed of it ». C'est pas possible. Maintenant, j'ai honte de ma ville, parce que ça, c'est tout entouré autour de chez moi. Alors là, il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change parce que et que ça reste pas comme ça. Parce que quand ça reste de même, là, bien, c'est ça que ça donne. J'appelle au 311, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, juste pour changer les lumières dans le stationnement. Quand il n'y a pas de lumière, là, madame, vous avez les gangs de rue, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de lumière. Ça a pris combien de temps? Est-ce que c'est réglé, la lumière? Les lumières sont réglées, bon, mais... au moins une chose de réglée. C'est comme de l'acharnement. OK, je vous réponds.
OK? D'abord, merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de prendre des photos. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Effectivement, Mme Lavallée m'a informé de vos appels. Numéro 1. OK? Numéro 2, on est conscient qu'on a une problématique cet été. On est capable de l'expliquer. D'abord, M. Germana également a quitté l'arrondissement. Il ne travaille plus là. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de dépotoirs, surtout dû au 1er juillet. On faisait des collectes, là. Il y en a une hier, il y en a une aujourd'hui, donc ça devrait s'améliorer grandement. Ceci étant dit, je l'ai dit tout à l'heure, à cause du déficit, on a effectivement coupé le poste du 2e inspecteur en salubrité en se disant qu'on avait plus de cols bleus jusqu'à peu près le 1er mai, puis en se disant qu'on allait réengager un second inspecteur éventuellement. Et on a la preuve aujourd'hui qu'il y a un impact quand on n'a pas 2 inspecteurs en propreté dans l'arrondissement. Donc, quand je parlais tout à l'heure de refaire une analyse complète des besoins de l'arrondissement, des dépenses puis des revenus, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'inspecteur en propreté, le 2e, on en a besoin. C'est pas négociable. Donc, il va falloir réfléchir à des solutions pour pas que ce soit lui qui soit coupé. Lui ou elle, évidemment. Mais vous avez entendu, Mme Poitras, c'est notre directrice responsable de la qualité de vie, donc de tout ce qui est propreté et salubrité. Je pense qu'elle vous a très bien entendu. On en parle souvent des solutions qu'on doit mettre en place. On est rendu à l'étape d'un plan de propreté remis au goût du jour avec un investissement d'argent en éducation, en sensibilisation, en inspection, en ressources, en constat d'infraction également. On est rendu là, puis on travaille là-dessus et ça va faire partie du budget qui va être adopté dans les sur lequel on va travailler, qui va faire partie. En attendant, s'il vous plaît, 3.1, Mme Lavallée, courriel à nous, le plus possible, dès que ça arrive rapidement. Parfois, les collectes aussi ne passent pas, donc il faut aussi adresser ça le plus rapidement possible. Évidemment, si vous avez le temps, là, on ne met pas ça sur vos épaules, mais ça nous aide beaucoup. Voilà. J'aimerais qu'on fasse un blitz pour le 10-90. On va regarder. Je suis d'accord. Vous avez une très belle programmation. Absolument. Et ça me fait honte que vous les artistes, et ça sent, et le public passe par là pour aller s'asseoir. Et vous ça, avez tout à fait raison. C'est un vrai dépotoir. On le sait, on est conscient, cette adresse-là, c'est pas simple. Oui. Il faut travailler sur une solution parce qu'effectivement, ils mettent leurs déchets toujours au même endroit. Mais merci. Merci de l'avoir nommé. Puis je vous demande un petit peu de patience. Puis tenons-nous au courant. Vous avez mon courriel, Mme Chartré, là. N'hésitez pas à m'écrire. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Puis merci de vous être déplacé malgré la chaleur. Parce que moi, j'ai un peu chaud. Oui, moi, je souffre de la chaleur. Et si je suis venue, c'est parce qu'il faut que ça important. change. Non, c'est important. Il faut que ça change. Je dis oui, là. Oui. Oui. Absolument. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée. Émilie Savoie, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. D'abord, je suis profondément triste d'apprendre ce qui s'est passé vendredi soir. Vous avez raison, c'est absolument inacceptable. Madame Braun, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir, notre 2e mairesse d'Outremont. Vous qui avez un parcours honorable et courageux, tantôt en soutien aux personnes vulnérables, tantôt en action contre le réchauffement climatique, et ce, souvent de façon bénévole. Je suis ici ce soir pour le collectif Montréal Anti-Apartheid, parce que vous devrez bientôt vous prononcer sur une motion. Vous êtes une femme de droit, vous connaissez probablement bien le dossier depuis le projet de politique de 1987, contre l'apartheid sud-africain, démontrant clairement notre pouvoir d'action municipale. Cette motion vous demandera de vous engager publiquement à immédiatement annuler et rompre tous les contrats municipaux existants avec des fournisseurs complices de l'occupation israélienne et bloquer toute attribution future de contrats avec eux. Puisque, comme vous, nous savons faire la différence entre la religion honorable du judaïsme et l'État d'Israël, ma question est la suivante. Allez-vous courageusement voter oui? C'est une bonne question. C'est une bonne question, puis je pense que
Votre timing est tough un petit peu aujourd'hui. D'abord, il y a une distinction entre Caroline, la personne, puis Caroline, la mairesse. Mes actions ne sont pas toujours alignées, mais mon cœur n'est pas toujours aligné avec mes actions non plus. Donc, c'est une situation difficile pour moi. Après ça, je remarque, comme élue, depuis les événements de 2023, une vraiment grosse montée du racisme à Outremont. Puis malgré le fait qu'on a le consulat libanais, que je suis allée visiter, et j'étais la première mairesse à y aller, puis j'étais fière de le faire, et contente. Puis je vais bientôt mettre les photos sur Internet, j'ai pas eu le temps, honnêtement. Malgré le fait qu'on a une super belle communauté maronite aussi dans l'arrondissement, on a aussi une super belle communauté hassidique, des communautés. Fait que tout ce beau monde-là, dans un territoire de 3,9 km². Je vois une montée du racisme, je vois une montée de la haine, je vois une montée de l'intolérance. Maude en a parlé en début de mots. Moi aussi, j'en ai parlé. Puis je trouve ça difficile de voir ça devant moi, puis d'être un petit peu le témoin de ça sans pouvoir rien faire. Puis vous m'avez interpellée à titre personnel, mais je vais vous répondre aussi à titre personnel. Moi, dans ma carrière, avant d'être politicienne, je suis avocate de la défense, à l'aide juridique. Je suis la voix des personnes vulnérables. J'ai gueulé pendant des années pour le monde que personne n'écoutait. Puis je me sens aussi cette responsabilité-là en ce moment en tant que mairesse d'Outremont. Parce que mes personnes vulnérables en ce moment, c'est aussi les communautés hassidiques. Puis ce qu'on a vu vendredi soir, de vivre mieux ici, tout le monde ensemble. Je vous parle de ça, mais je vous parle aussi de la montée de l'intolérance envers les homophones actuellement. On essaie d'implanter actuellement. On essaie d'implanter une piste cyclable. J'ai jamais reçu une piste cyclable. J'ai jamais reçu autant de menaces et de propos agressifs d'un bord et de l'autre. Je mélange un petit peu toutes les choses, là, mais c'est parce que vous m'avez interpellé à titre personnel, je vous réponds aussi à titre personnel. Fait qu'elle est difficile, votre question. Elle est vraiment difficile. Puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve une solution, tout le monde ensemble, à cette problématique-là, puis qu'on puisse tout le monde se tenir debout avec une déclaration où tout le monde est à l'aise, où on envoie à l'ensemble du monde entier puis à l'ensemble des Montréalais un discours de paix, où on peut se dire, bien, nous, on ne va pas se taper dessus. Puis nous, on ne va pas faire la promotion de l'intolérance. Puis nous, on ne va pas accepter que d'un bord ou de l'autre, on ait des discours discriminatoires les uns envers les autres. Je ne sais pas ce qui se passe à Montréal en ce moment. Puis je ne suis pas particulièrement fière de ça. Je sais que je ne réponds pas à votre question, mais c'est le mieux que je peux vous dire à l'heure actuelle. Merci quand même de vous être déplacé. Yannick Gélina. Moi qui pensais que ça allait être un beau conseil de juillet, qu'on allait aller prendre un verre sur une terrasse après, que ça allait être le fun. Je vous avoue que là, le sujet il est pas mal, il est plus léger. Bon. Mon nom est Yannick, propriétaire du 57 Spring Grove. Je viens tout juste d'acheter la maison. Je tiens d'abord à vous remercier pour le temps consacré à l'étude de notre demande. Nous comprenons l'importance de protéger le patrimoine architectural d'Outremont. Cependant, je souhaite respectueusement m'opposer à la décision du CCU qui me demande de conserver ou de reproduire des portes en bois identiques à celles existantes. Donc, en gros, soit j'y change pas, ou soit notre intention était de faire comme notre voisin jumelé, identique. À l'arrière, il y a des belles portes patio sur chaque étage. On s'est dit, on va en faire une au deuxième étage. Malheureusement, après une discussion avec l'architecte de la ville, on s'est fait dire que ce n'était pas un projet favorable selon les critères des normes architecturales, malgré le fait que mon voisin identique l'a fait, lui. On a décidé de ne pas s'opposer
et de vite s'ajuster et de dire, OK, quel projet accepterez-vous, ou du moins serait favorable selon l'architecte. On a donc décidé de changer le projet de la porte patio à tout simplement changer les portes actuelles en bois très vieilles qui méritent d'être changées et de rajouter une fenêtre. L'architecte de la ville nous a dit que c'est un projet qu'elle va mettre favorable. Malheureusement, le CCU nous est revenu et ils nous ont dit que ce n'était pas favorable et donc il faut conserver les portes identiques. C'est donc pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je me suis opposé à la décision du CCU afin de tout garder identique, l'imposte, la brique, les dimensions de la porte, absolument tout simplement la porte soit plus vitrée et non la porte d'origine non fonctionnelle pour une famille. Merci, c'est tout. OK. Monsieur Gélina, c'est ça? Oui. D'abord, merci de vous être déplacé. On savait que vous alliez vous opposer. On a pris le temps de regarder le dossier tout le monde ensemble avant le conseil. Effectivement, la décision est un peu sévère du CCU, considérant que c'est au deuxième étage et à l'arrière du bâtiment et que ce n'est pas visible de la voie publique. Et je dois avouer que c'est de grande qualité ce que vous avez choisi, ce que vous proposez. C'est mieux que ce que votre voisin, en fait, avait proposé. Donc, on a décidé d'être favorable à votre demande. On va le voter tout à l'heure. Je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, vous allez venir avec moi prendre un verre après sur Bernard, c'est ça? OK. Marc Poulain, les modulaires du campus. Monsieur Lacerte, Madame la mairesse. Avant Monsieur Poulain, il y a Monsieur Lacerte. Monsieur Lacerte, plan de propreté. Bonsoir, mesdames. À la dernière assemblée du Conseil, Madame Brown, vous nous avez dit que vous aviez adopté un plan de propreté qui avait été onéreux. Je ne sais pas ce que veut dire onéreux, quelques centaines de milliers de dollars ou plus, je ne le sais pas, mais vous allez peut-être nous le dire. Vous nous avez dit, en dépit du plan, que vous essayiez de faire les choses un peu différemment, de trouver des façons de faire pour prendre des initiatives pour essayer de rendre les lieux plus propres. Là, je me suis demandé si dans votre plan de propreté, le fait de passer vos dimanches soirs avec des jeunes enfants assidiques pour nettoyer les cochonneries, si ça faisait partie de votre plan. Vous avez toutes sortes de façons de régler le problème. L'un d'entre eux, et peut-être le plus efficace, c'est des constats d'infraction. Ça marche, ça. Puis c'est pas des... mais il faut vouloir le mettre en pratique. Il faut vouloir l'appliquer. Et puis, il faut s'en servir pour la peine. J'ai été surpris le mois dernier, en réponse à une citoyenne, Mme Nicole-Marie Beaulieu, qui se plaignait que plein de voitures se stationnaient, ne respectaient pas la zone de vignette. Et vous y étiez arrivé avec des statistiques sur le nombre de constats d'infraction qui avaient été émis au mois de mars cette année, et que peut-être que c'était trop de constats d'infraction. Là, je suis tombé sur le dos. Trop de constats d'infraction. Si c'est toujours les mêmes qui se stationnent illégalement, c'est pas trop. Il faut en donner encore plus. Ça va finir par leur rentrer dans la tête s'ils ne sont pas capables de mettre leurs déchets dans leurs poubelles ou s'ils jettent les couches jetables dans la rue au lieu de les jeter dans les poubelles. Ça ne va pas. Combien de contraventions avez-vous remis aux contrevenants des poubelles par rapport aux années passées? C'est une excellente question. D'abord, moi, je veux vous dire que je suis une grande fan des constats d'infraction.
Pour moi-même, quand j'en ai reçu dans ma vie, effectivement, ça a eu un impact très bénéfique, c'est-à-dire qu'on n'aime pas ça, personne payer de l'argent. Numéro 1. Numéro 2, quand j'ai parlé de trop de constats, c'est parce qu'on est passé d'un nombre dérisoire de constats d'infraction. Monsieur Lacerte, par exemple, vous me laissez parler, on est passé d'un montant dérisoire qu'on a donné par mois versus, et l'Agence de mobilité durable, pas on, là, versus un nombre faramineux. Et ça s'est manifesté par une série de courriels que nous avons reçus parce que les gens n'étaient pas habitués, parce que depuis des années, la réglementation n'était pas mise en vigueur, n'était pas appliquée, parce que l'Agence de mobilité durable n'avait pas la technologie pour donner les constats d'infraction. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien oui, on a vu une montée de gens qui viennent au bureau d'accès et qui achètent des vignettes de stationnement. Donc, c'est très positif. Pour savoir le nombre de constats d'infraction émis par rapport à l'année passée, je vais passer la parole à M. Meluche parce qu'évidemment, il sera beaucoup mieux, ou peut-être Mme Poitras ou Mme Vibert, je ne sais plus, Mme Poitras. Et elle sera beaucoup mieux outillée que moi pour répondre à ça. Peut-être que ce serait important aussi de parler de la complexité de la signification des constats d'infraction parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille également. Mais Mme Poitras, à vous la POC. Bonsoir. Si je pesais sur le bouton, ça irait mieux. Bon, vous savez comme moi la complexité d'émettre un constat d'infraction. Évidemment, on a un inspecteur, comme Mme la mairesse le dit. Évidemment, on doit prendre, pas les gens la main dans le sac, mais on doit ouvrir. C'est nous autres les mains C'est nous qui mettons. Exactement. Donc, on doit trouver la provenance, d'avoir un numéro civique, un nom pour faire ça. Je n'ai pas les données avec moi, mais je peux vous dire qu'on en a donné des constats. Évidemment, le fait qu'on ait perdu M. Germana, et j'entends bien qu'on va remédier bientôt à cette situation-là, mais on va continuer à en donner. C'est vraiment un travail constant, c'est un travail hebdomadaire. J'ai un inspecteur, il arpente l'ensemble du territoire, il fait vraiment son travail. Je pourrais vous trouver les données, si vous le voulez. Là. Je ne les ai pas avec moi, mais je peux vous dire qu'on en a donné des constats, là, beaucoup plus que l'année dernière. Parce que moi, je vous bien dis sûr. que vous mettez les mains dans le sac, Mme Brown, vous le faites le dimanche soir, mais ça marche. Moi, je vais vous donner le meilleur exemple. Ma belle-maman, la première fois qu'elle est venue au Canada, à l'arrivée du Portugal, et pour être gentille, le matin, elle allait porter son petit sac de poubelle. Elle habitait chez nous, dans la ruelle. La première fois qu'elle a fait ça, on a eu un constat d'infraction. Quelqu'un a trouvé, ça devait être une de mes factures ou je ne sais pas. La pauvre, elle ne savait pas qu'ici, on n'a pas le droit de faire ça. Bien, elle s'en est rappelée toute sa vie jusqu'à sa mort. J'en suis certaine. Monsieur Meluche, attendez 2 secondes. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu c'est quoi la complexité d'émettre les constats d'infraction? Qu'est-ce que... Bien, il faut se pincer le nez. Non, c'est pas ça. C'est plutôt parce qu'il faut prouver que la personne... À l'époque de votre belle-mère portugaise, il n'y avait peut-être pas de recyclage. C'était plus facile de trouver des factures dans les poubelles. Maintenant, quand les inspecteurs ouvrent les poubelles, ils ne trouvent plus de factures. Alors ça, c'est la complexité. C'est très facile dans les bacs de recyclage, mais dans les poubelles, c'est plus complexe. Monsieur Meluche. Bien, comme le dit Mme la mairesse, effectivement, la complexité réside dans la preuve, le niveau de preuve qu'on doit déposer en même temps que le constat d'infraction à la Cour municipale pour lier l'infraction à une résidence ou à une personne. Donc, on a cette complexité-là. Mais les équipes, comme le dit Anne-Marie, je suis justement en train de regarder là, pour vous sortir les statistiques. Là, je vais les avoir dans quelques secondes. Et c'est du droit pénal. Donc, c'est une preuve qui doit être faite hors de tout doute raisonnable. Alors, il suffit que le défendeur soulève un doute, il va être acquitté de l'infraction. Donc, quand on se rend là, il faut avoir des bons... Mais on a le même intérêt que vous, M. Lacerte. Moi, je veux donner plus de constats d'infraction. J'aimerais ça que les équipes donnent plus de constats d'infraction. J'aimerais ça qu'on ait des changements de comportement. Et je suis d'accord. Quand on reçoit un constat d'infraction à 300 $, ça fait mal à n'importe qui. Merci beaucoup. Mais malgré tout, souvent, vous n'auriez même pas besoin de fouiller dans les poubelles, sont à terre, les preuves. Merci, M. Lacerte. Marc Mais Poulain. c'est dommage que vous n'ayez pas accepté de répondre à la demande de Mme... J'ai répondu le mieux que je pouvais. Merci, M. Lacerte. Politicienne qui ne veut pas se mouiller. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, on a appris cette semaine ou la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, le fait que le projet des modulaires là, dans le Campus 1000 pour les itinérants avait été abandonné. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir mis des explications détaillées là, sur Facebook. C'est là que je les ai glanées. Je pense que ça prend effectivement du courage de mettre terme à un projet qui est mal ficelé puis mal embrayé. Quand le temporaire coûte plus cher que le permanent, les citoyens sont en droit de se poser des questions. Ce que je déplore, par exemple, c'est que ça a donné lieu, on parle d'intolérance, etc., là, mais on est en train de faire de cet enjeu-là un football politique d'accusations d'anciens élus qui sont maintenant dans des fondations quelconques qui en profitent pour lancer la balle, les élus, alors que finalement, on n'en arrive pas à avancer quelque chose de concret. Alors moi, je viens ici plutôt pour dire que, malheureusement, cette espèce de football politique-là, il se fait sur le dos des Outre-Montais, qu'on accuse d'être intolérants, you name it. Ça, je le regrette fondamentalement. Mais au-delà de tout ça, c'est le futur qu'il faut regarder. À quoi est prévu ce terrain-là? C'est quoi qui est prévu dans le futur pour ce terrain-là? Est-ce qu'on peut s'assurer que, au lieu de faire du temporaire, on fait quelque chose de permanent sur ce terrain-là et qui nous permette d'arriver à quelque chose de concret pour améliorer la situation, puis pas garrocher notre argent pour quelques années de ballon politique, mais plutôt l'investir pour le long terme. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que les argents qui auraient été consacrés à quelque chose de temporaire soient plutôt accélérés pour une solution permanente? Puis qu'est-ce que Outremont peut faire pour qu'on en arrive là? C'est une bonne question, merci. Ce qui était compliqué dans ce dossier-là, c'est qu'à la base, Projet Montréal avait l'idée de mettre des roulottes de manière temporaire sur ce terrain-là, sachant c'est un lot qui est prévu pour du logement social. Okay? Sachant que d'ici 2 ou 3 ans, il allait avoir un bâtiment plus périn de logement social. Ils avaient choisi ce terrain-là spécifiquement parce qu'il était non contaminé et parce qu'ils souhaitaient une solution temporaire. Nous, on s'est toujours fait dire à peu près 3 ans en attendant le projet plus périn. C'est un projet qui a été annoncé rapidement, juste avant les élections, et pour lequel les études préliminaires n'avaient pas été faites. Quand on s'est rendu compte, quand le service d'urbanisme nous a informé qu'il y avait des possibilités que le terrain soit contaminé, qu'il fallait faire des études supplémentaires, puis que si, effectivement, parce que les premières carottes ont démontré de la contamination. Une autre chose qu'on doit savoir aussi, c'est qu'à la Ville de Montréal, on a des règles à respecter. Si le terrain est contaminé, on ne peut pas mettre d'habitation. On n'a pas le droit, là, on ne peut pas enfreindre les règles. Une ville ne peut pas enfreindre les règles. Donc, il faut décontaminer avant de mettre l'habitation. La contamination, elle peut être légère, elle peut être moyenne, elle peut être élevée, puis le coût va dépendre de ça, puis le temps aussi va dépendre de ça. Donc, on a été confrontés à cette donnée-là en se disant « Oh, c'est pas si simple que ça. Pourquoi on nous a annoncé qu'on a choisi ce terrain-là parce qu'il était décontaminé? » Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un terrain qui a été laissé vacant pendant plusieurs années. Donc, on n'arrive pas à expliquer la contamination actuelle. C'est-tu parce qu'il a été mal décontaminé? C'est-tu parce que c'est devenu un dépôt sauvage pendant tous les travaux qu'il y a eu au fil des années? On ne le sait pas encore. On attend les résultats. Puis on attend aussi à savoir. Là, la question se posait, qu'est-ce qu'on fait avec les modulaires? Parce qu'on en a installé 2 déjà. Un à Blue Bonnet, à Namur, puis l'autre, il est à Huntsic. Et ça a coûté cher, ces projets-là. Puis là, ce qu'on a découvert à ce moment-là, c'est que la troisième habitation modulaire, il y avait seulement un dépôt qui avait été fait dessus. Donc, il n'avait même pas été payé au complet. Fait qu'il fallait l'acheter. Et pire encore, on payait 5 700 $ de location par mois pour ces habitations-là, en attendant de les installer. Donc, comme on ne savait pas ça prenait combien de temps pour décontaminer le terrain, puis on en a-tu pour 6 mois, on en a-tu pour 12 mois, on en a-tu pour 18 mois? Bien, on s'est dit, bon, on va le regarder pour le mettre ailleurs, ce projet-là.
on avait un terrain décontaminé prêt à recevoir les habitations, juste à côté de Namur, à côté des installations actuelles. Et cette habitation-là devait être gérée par Oldbury Mission, puis c'est eux qui gèrent le projet qui est actuellement à Côte-des-Neiges. Donc, on s'est dit, ça fait du sens, ils vont être juste à côté, ça va être parfait. Puis là, on a appris qu'il fallait investir à peu près 4 millions de dollars pour rénover, parce qu'on a acheté des roulottes qui étaient non habitables. Fait que 4 millions de dollars pour un terrain à Bluebonnet qui est aussi prévu pour du logement. Ça veut dire qu'on doit le bouger entre 1 an et 2 ans. Puis pire que ça, j'ai appris que ça coûte plusieurs millions de dollars à bouger cette affaire-là. Qu'à un moment donné, oui, la question se pose, à savoir, ça vaut-tu la peine d'investir dans des roulottes temporaires comme ça, sachant qu'à l'heure où on se parle, les roulottes à Ahuntsic ne sont pas pleines. Donc, la question s'est posée. On a beaucoup parlé du terrain contaminé ou non contaminé à Outremont, mais la vraie question qui se posait, c'est pourquoi on a abandonné le projet. Puis on l'a abandonné parce qu'on peut faire mieux à l'heure actuelle. Puis ce projet-là, il a été pensé il y a quelques années. Aujourd'hui, du projet de logement temporaire ou du projet de logement pour les personnes en situation d'itinérance, on peut faire beaucoup mieux. Puis on travaille là-dessus actuellement aussi et on va faire des annonces bientôt là-dessus. Alors, à votre question, c'est quoi qui est prévu pour ce terrain-là? C'est du logement social. Puis c'est ça qu'il va avoir. Peu importe que ce soit pour des personnes vulnérables ou pour des familles ou peu importe, c'est un lot qui est spécifiquement prévu pour du logement social et c'est ce qu'il va avoir. Et c'est d'ailleurs, comme je vous dis, là, toutes les analyses pour la décontamination continuent. Puis s'il y a des contrats à octroyer pour décontaminer, bien, on va le faire. Et voilà. Effectivement, je pense que la décision raisonnable, c'est celle qui a été prise là, du point de vue économique. Mais je reviens sur la question, c'est qu'à quelque part, la crise est là, puis il faut agir plus rapidement. Puis je sais que ce n'est pas du ressort de l'arrondissement, c'est la ville-centre, etc. Mais est-ce qu'on peut demander aux élus de l'arrondissement de faire une motion demandée à la ville-centre, compte tenu de l'abandon du projet temporaire, d'accélérer le projet de logement social à la place pour que finalement on obtienne un résultat qui soit fiscalement responsable et pérenne. Alors ça, c'est ma suggestion, que vous, les élus, marquez le coup en prenant position ferme que vous voulez que ce terrain-là soit développé en priorité sur le territoire de Montréal. Merci pour la suggestion. On va y penser. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Charles-Antoine Beaulieu. Bonsoir. Tout d'abord, c'est mon premier conseil de ville. Alors, c'est mon baptême ce soir. Je m'appelle Charles-Antoine. Je suis locataire et designer au 6545 du Rocher, le fameux bâtiment où il y a eu une consultation publique le 18 juin passé. Alors, j'ai déjà écrit une lettre à l'ensemble du conseil, donnant mon avis, un peu mon interprétation du dossier, mais je suis quand même ici pour m'adresser physiquement à vous parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de prendre parole physiquement. D'abord, la presse, ce matin, parlait de Montréal qui perd ses espaces de création essentiels. Le 435 Beaubien, le 6545 du Rocher, avec les ateliers du bâtiment voisin, forment un véritable écosystème créatif qui contribue directement à la richesse et au rayonnement d'Outremont. La première semaine du Design de Montréal, financée par Design Montréal, en est une preuve concrète. Au début mai, largement médiatisée ici et à l'international, elle a été un succès et un véritable levier culturel pour le secteur, porté notamment par des designers établis au 6545 du Rocher et ses bâtiments voisins. Il existe des précédents. À Vancouver, la Ville a exigé aux promoteurs immobiliers et à ACDF, la même firme d'architecture qui s'occupe du bâtiment, de revoir un projet immobilier afin d'y intégrer des artistes. Le résultat, un projet résidentiel sur un lot et un deuxième bâtiment contenant des artistes sur le même lot. Or, ici, alors que la forme finale du projet de Mondev et Hill Park n'est toujours pas approuvée, la question de nos ateliers est retirée à la dernière minute de l'ordre du jour, pendant que l'arrondissement contacte déjà des OBNL pour nous relocaliser ailleurs. Ma question est donc simple. Pourquoi Outremont semble-t-il avoir déjà choisi de gérer le déplacement et le démantèlement plutôt que d'utiliser le levier qu'il détient encore pour exiger de Mondev, Hill Park, un projet plus ambitieux qui maintienne cet écosystème en place? Et qu'est-ce qui empêche concrètement Outremont de saisir cette occasion pour créer ici un projet exemplaire pour que des laissez-passer, pour que
plutôt que de laisser passer cette opportunité au bénéfice de la rentabilité d'un promoteur privé. Bon. Merci, M. Beaulieu. On a un petit problème de micro, c'est ça? Pardon. Bon. D'abord, bienvenue. Merci. Dans votre premier conseil. Merci de vous être déplacé puis de soulever cet enjeu-là. On est vraiment là-dedans en ce moment. Numéro 1, on l'a retiré parce qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfaite à ce stade-ci du dossier. Et on est en communication avec une personne qui parle à votre nom, là, au nom de votre groupe, puis on l'a informé qu'on retirait le dossier et évidemment, dès qu'on va être prêt à le voter, on va vous informer à l'avance pour que vous ayez l'occasion de savoir et de vous manifester si vous n'êtes pas en accord. Là, je veux rectifier une affaire, par exemple. Vous n'étiez pas là lors de la séance d'information, puis moi, j'ai des amis personnels qui gèrent des ateliers d'artistes et j'ai demandé aux artistes, souhaitez-vous qu'on vous mette en contact, oui ou non, ça vous intéresse-tu? Les artistes ont dit oui. Donc, à l'affirmation, l'arrondissement fait déjà des démarches pour relocaliser les artistes, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. OK? OK. Donc, maintenant que ceci a été dit, parce que je l'ai vraiment dit clairement, je ne veux pas que vous voyez ça comme une prise de position, je veux plutôt savoir, voulez-vous qu'on utilise nos contacts? Parce que minimalement, s'il y a des travaux, vous allez quand même avoir besoin d'être relocalisé pendant les travaux, ça c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Fait que, minimalement, il y a quelqu'un qui vous aide pour ça. Il faut le voir comme ça. Oui, oui. Bon. Si vous aviez été là, vous aurez su qu'on a pris position. On adore l'idée de faire un projet mixte qui rappelle les usages actuels. On a trouvé le projet du promoteur, le promoteur très ouvert à la question. La firme d'architecture est une firme outre-montaise qui a fait des projets absolument exceptionnels, dont le projet à Vancouver, dont il est question. C'est un peu suite à tout ça qu'on s'est dit on va se rasseoir à la table à dessin avec le promoteur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire mieux. C'est un peu ça qui s'est passé dans les dernières semaines, puis la raison pour laquelle on a fait retirer le dossier aujourd'hui. En gros, c'est ça. On n'a pas encore de solution, on n'a pas encore rencontré le promoteur. Je sais que j'ai vu des emails passer là, à l'effet que la rencontre se travaille, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je m'engage à vous tenir au courant et on aimerait ça être capable de faire un projet exemplaire qui pourrait être importable ailleurs à Montréal. Si on est capable d'envoyer un message clair qu'on est capable d'habiter et de travailler dans le même immeuble, dans le même lot, ce serait extraordinaire. Puis on s'est tous ici positionnés de manière favorable à la qualité de nos artistes, à la nécessité de nos artistes et à la nécessité, si on aime et on veut consommer de la culture, donner un espace pour faire de la création. Tout à fait. Moi, je vais juste réitérer encore une fois. Pour moi, c'est la valeur de l'écosystème. Moi, je suis designer, donc je suis comme un artiste, mais je ne suis pas quelqu'un. On a un bureau qui est rentable, qui génère de l'argent. On pourrait se payer un meilleur loyer que ce qu'on paye actuellement dans le bâtiment. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de préservation de l'écosystème. On a un magasin grande surface Home Depot, malheureusement américain, mais quand même qui sert tous les artistes du secteur et tout ça crée un écosystème aussi sur la rue Waverly avec le nouveau café, nouveaux ateliers et tout. Tout ça, c'est un écosystème et de perdre le 65-45 du Rocher, ce serait vraiment dommage. Je suis content que vous preniez ça en ligne de compte. Peut-être qu'il y a une manière de, je ne sais pas, mettre l'information plus clairement. Parce que moi, mettons, ce soir, quand j'ai vu que ça avait été retiré à l'ordre du jour, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a été retiré? Voilà. En tout cas, je voulais juste peut-être comme une espèce de transparence ou un canal de communication comme plus efficace. Nous, on communique avec Mme Biron. C'est elle qui nous écrit au nom du groupe, c'est ça? Jobin, oui. Excusez-moi. Tout à fait, mais dans le sens comme on ne devrait pas nécessairement passer toujours à travers Mathilde pour recevoir l'information. Vous auriez eu intérêt à vous être constitué un comité ou quelque chose comme ça. Laissez-nous vos emails, on va vous ajouter dans la liste. On fait le mieux qu'on peut. On a aussi accepté une visite, d'aller visiter les ateliers. Fantastique. Et oui, si on est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, ce serait vraiment le fun. On a cet idéal-là. Parfait. Mais c'est ça. Ça nécessite potentiellement de se recevoir. Puis juste pour vous dire, le promoteur a démontré beaucoup d'ouverture par rapport à tout ça. Fantastique. Voilà. Merci. On se redonne des nouvelles. Oui. Maintenant, Andrea Palotto. Hello. I'm going to speak in English, if that's okay. Okay. Absolutely. In terms of what you were speaking about, and
my wife's question before Emily. I just wanted to speak about it and share with you Rabbis for Ceasefire, who have a quote that I think is really helpful in this positioning on this motion. Anti-Semitism is a bias against or hostility towards Jewish people because they are Jewish, regardless of nationality. Israel is a nation state, not a Jewish person. Criticism of actions carried out by the State of Israel is a political position, and Israel, like every state, must be criticized for illegal and unjust actions and held to account for war crimes. So criticism of Israel's genocidal assault on Palestine and on Lebanon is not equivalent to anti-Semitism. The vast majority of pro-Palestinian demonstrations on campus or in Montreal were not and are not anti-Semitic. They are focused on holding Israel and the United States accountable for collaborating on a brutal assault, 1,000 days and 78 years of assault on Palestinians in Gaza. Destroyed schools, hospitals, mosques, libraries, babies, every single day on Instagram. I wake up to. So my question for you is, do you think that voting in favor of this motion that could potentially change the lives of Palestinians is anti-Semitic? Thank you. I will just take a few seconds to translate, if you allow me. Monsieur fait un suivi par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure et à ma réponse. Il souhaite amener un point que ce n'est pas la même chose de l'antisémitisme et critiquer Israël. Il parle des gestes atroces qui sont faits présentement en Palestine et il demande s'il pense que voter en faveur de la motion pourrait sauver des gens. Am I right? That will save. It will save, yes. Okay. I think I answered your question more or less. I'm not saying that being against Israel is anti-Semitic. This is not what I was trying to say. If it's what was understood, then that was not my intention. My intention was more to say, because of what's happening in other countries, we have consequences here. Avec ce qui se passe dans le reste du monde, on sent une montée des tensions ici, puis de l'intolérance. This is what I'm afraid of. So you're saying that by voting for Palestine, that you're afraid that anti-Semitism will rise in Montreal? Ce que je constate comme élue aussi, parce que ça fait déjà 4 ans que je suis élue, c'est que il y a une montée de l'intolérance et de la haine à Montréal. Et ici, ce qu'on vit, c'est une montée de l'antisémitisme. Donc, de l'intolérance envers les communautés juives hassidiques qui sont à Outremont. C'est ce que je vois, c'est ce que je constate. This is what I see in some events that happen in Outremont, and I'm mad that we have this. I'm mad that we can't live in peace here in Montreal, and I'm mad about what's happening in the rest of the world. Every people that suffers, every war is so. It's a disaster. It's a disaster, and this is what I'm scared of, and this is what I was trying to explain a little bit earlier. My role as the mayor is to keep peace in my neighborhood, is to make sure we have peace, and I'm sad that I have to be, in French, je dis déchiré, and that our actions could have an impact on whoever it is. I understand this is not the answer you want. I understand you would like a strong gesture. You would like a strong position. I do understand. But the reality is that
and I love Jewish people. Some of my best friends are Jewish people. This, like waking up every single day knowing that Quebec and Canada send money and arms to kill Palestinian children. We have found bullets from General Dynamics, which is in Valleyfield. We send money. We collaborate with this genocidal regime. This literally makes me want to die. That is how I am suffering, watching this every single day. Watching my friends in Gaza be scared for their lives every single day. Whose lives matter more? Why do our lives matter more? 15 secondes. Thank you. It's not a question for you. I'm just saying, like, No, mais this is killing me. I understand. This genocide is literally killing me. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer. Okay? I will stay a little bit after if you want to discuss. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Chartrand, si vous êtes capable de prendre la parole après ça. Oui. Et je veux commencer par vous dire qu'on a besoin de dirigeants et d'élus qui acceptent d'être dans vos places, d'écouter le monde, puis d'essayer d'améliorer la situation. Et je vous en félicite. Merci, M. Chartrand. Et j'aimerais aussi parler d'un M. Misrati, qui était un juif orthodoxe de Côte-Saint-Luc, qui est le premier qui a vu le fusil la carabine qui tirait de l'autre côté de la rue. C'est lui qui a appelé la police. Il a dit à une madame qui sortait du café, « Rentrez parce que c'est dangereux. » Elle dit, « Vous venez pas avec moi? » Il dit, « Non, il faut que je dise à la police ce que j'ai vu. » Puis là, quand il s'est montré, il s'est fait tuer. Un véritable héros. Maintenant, mon propos n'était pas là-dessus, mais on a dit qu'il fallait penser à ces gens-là. Ce monsieur-là aussi est digne de mention. Vous avez eu, puis pour le local des artistes, là, bravo, vous connaissez un peu ma position. Trouvez-nous quelque chose de merveilleux. Outremont a toujours réussi à se distinguer, et je pense que c'est avec vous qu'on va encore réussir. Pour le pavillon du parc Saint-Viateur, on me dit que c'est ouvert. Est-ce que c'est ouvert à tous les jours? Là, on peut peut-être donner la parole à Mme Poitras par rapport à ça. Mais, alors, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec le parc Saint-Viateur, ce magnifique, cette beauté, pour la maximiser et lui redonner accès aux citoyens. Alors, Mme Poitras. Alors, le pavillon est ouvert depuis lundi. Et les heures d'ouverture, c'est de 8 heures le matin à 8 heures le soir, 7 jours par semaine. Donc, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y avait l'exposition dont on avait parlé la dernière fois, la possibilité du retour d'au Parc Les Artistes. Oui. Je pense qu'on vous a mis en communication avec l'équipe qui travaille sur un projet. Est-ce que Monsieur Gunther? Oui, il m'a appelé, on se parle, et puis on me dit qu'il doit vous, est-ce que c'est vous quand on parle de l'arrondissement? Oui. La culture, pas l'arrondissement, la Parce culture. Il dit, on rencontre l'arrondissement et vous seriez trois. Ben, c'est mon équipe. Et puis un autre. Oui, je vais être présente à la rencontre jeudi avec M. Gunther. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des témoins qui ne poseront pas de questions, qui veulent juste écouter? Ça serait moi, ça. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Communiquer avec M. Gunther, parce que c'est avec cette équipe-là qui ont déposé un projet avec qui on va travailler. Okay. Alors, associez-vous avec M. Gunther, puis ça va me faire plaisir de vous avoir à la rencontre. Sinon, on va sûrement réussir à s'en parler parce que ça m'intéresse grandement. Et puis, s'il y en a qui veulent s'en occuper, puis moi, je vais continuer à faire des beaux tableaux pour les exposer, ça me va aussi. Alors, c'est ça, ça a été long ce soir. Je nous souhaite un bel été. Je suis content de voir que le pavillon est finalement ouvert. Puis la dernière question, je vois qu'on veut un deuxième inspecteur et qu'il manque et qu'on n'a pas d'argent. Et c'est-tu parce qu'on est un arrondissement puis que la Ville-Centre ne trouve pas le moyen de rencontrer nos besoins? C'est une bonne question. On a annexé 13 % de territoire.
qui est le Nouvel Outremont, il y a à peu près 2-3 ans, sans avoir $1 supplémentaire pour l'entretenir. Donc, ce geste-là a appauvri l'arrondissement d'Outremont. On approche du 30 000. Là. Fait qu'il y a quelques années, on était 24, donc 5 6 000 personnes de plus. Ça vient avec des demandes, des services, plus de gestion de déchets, plus de vignettes de stationnement à émettre, plus de gens qui fréquentent la bibliothèque, qui fréquentent la piscine, qui fréquentent les parcs. Donc, il aurait fallu, en toute équité, qu'on reçoive une enveloppe budgétaire représentant 13 % de notre budget de fonctionnement. Il aurait fallu. Ça nous a approuvé, numéro 1. Et numéro 2, effectivement, je l'ai annoncé au grand plaisir de Mme Poitras, mais on en a discuté déjà avec M. le directeur, il faut réintégrer le deuxième inspecteur. On n'a pas le choix, là. On en voit les conséquences à l'heure actuelle et c'est de base, là. La propreté, c'est vraiment de base. Donc, on est là-dedans actuellement. Et on doit aussi faire l'exercice budgétaire. On va continuer à faire des représentations à la Ville, évidemment, là, pour qu'il y ait un rééquilibrage du budget, mais on doit mettre Outremont dans une meilleure position financièrement. Donc, il y a une revue complète qui doit être faite et c'est pas normal qu'on ait besoin de couper notre deuxième inspecteur parce qu'on a des enjeux budgétaires. OK. Puis est-ce que ça se peut, parce que ça fait longtemps là, qu'il y a la ville-centre, des arrondissements, il y a d'autres villes qui ne sont pas des arrondissements, et puis des fois, là, les problèmes qu'on a à Outremont, on les connaît, on les regarde, on veut s'en occuper, mais il faut référer ça à la ville-centre. À la ville-centre, là, ils sont bien occupés, ils ont toutes sortes d'affaires, puis qu'est-ce qui se passe au pavillon du parc Saint-Éliateur? Regarde, ça passe dans le 5e tiroir. On peut-tu revoir qu'est-ce que la ville-centre a à faire, qu'est-ce qu'elle pourrait nous donner, et en nous donnant les moyens de le faire, puis ça serait mieux fait, parce que nous autres, on connaît plus notre quotidien ici. Je vais vous amener avec moi au conseil de ville la Oui, prochaine regarde, fois. Vous allez voir, c'est un bon avocat. Oui, il y a de l'expérience. Mais oui, absolument. On est exactement dans ces discussions-là. On n'est pas le seul arrondissement qui arrive dans ce constat-là avec la Ville de Montréal. Je pense que l'exercice qui est fait, pas je pense, là, mais l'exercice qui est fait présentement à la Ville, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie aux arrondissements. On est très conscient que dans les arrondissements, c'est nous les soldats de la première ligne, là. On est les gens sur le terrain, c'est nous qui sommes conscients des besoins, c'est nous qui comprenons bien les problématiques, c'est nous qui sommes les mieux placés pour trouver des solutions à nos micro-enjeux. Oui. Donc, on a besoin des moyens pour y arriver. Une autre problématique qui se pose à Outremont aussi, c'est l'état de nos rues, là. Il va falloir qu'on reprenne un petit peu le dessus sur l'état de nos rues. Donc, c'est quelque chose qui va faire partie de nos budgets pour les 3 prochaines années. Donc, il va y avoir une augmentation de l'investissement dans les rues. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on travaille avec la Ville. Mais ça prend du temps, hein. Changer la Ville de Montréal, c'est un gros paquebot. Donc, pour rééquilibrer pour les arrondissements, je ne pense pas que ça va se faire en criant ciseaux, mais je peux vous assurer qu'on travaille là-dessus. Parfait. Dernière question. S'il y en a qui vont prendre un pot après, c'est où? Bon, on vous dira ça après. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Merci, M. Chartrand. Ça met fin aux questions en présentiel. On va passer aux questions en ligne. Ici, alors, Maître Desjardins. Oui, donc la question de Rima Caspo, le sujet piste cyclable intersection dangereuse Côte-Sainte-Catherine et Belleuil. La question: bonjour, je voudrais obtenir des informations sur la piste cyclable Côte-Sainte-Catherine, coin avenue Belleuil. Je réside sur l'avenue Belleuil et au cours des dernières années, il y a eu de nombreux accidents entre les vélos qui descendent la pente à toute allure et les voitures qui circulent sur Côte-Sainte-Catherine et qui empruntent l'avenue Belleuil en direction sud. L'intersection est très dangereuse, les vélos arrivent à toute vitesse et de nombreux rapports de police en témoignent à chaque année. Même en discutant avec les policiers, ils ne comprennent pas pourquoi aucune action n'a été prise pour réduire le nombre d'accidents avec les vélos à cette intersection dangereuse. Ma question: y aura-t-il un feu de circulation afin de réduire les accidents entre vélos et voitures ou avez-vous prévu une autre solution pour l'avenue Belleuil? Pourquoi aucune action n'a été prise alors que le problème persiste depuis si longtemps? Pardon. De plus, au cours des dernières années, il y a un plus grand achalandage de véhicules qui circulent sur l'avenue Belleuil pour contourner le trafic et une augmentation des accidents avec les vélos. Les voitures empruntent l'avenue Belleuil à partir de Côte-Sainte-Catherine pour contourner le trafic par la montagne et circulent à haute vitesse malgré l'ajout de dos d'âne. J'espère qu'un aménagement sera fait pour cette intersection extrêmement dangereuse pour les vélos car des accidents se produisent à chaque année, vérifiez les rapports de police. Ces accidents seraient évitables avec un feu de circulation ou autre aménagement. Il est urgent d'agir.
cordialement. Je fais des blagues. Donc, merci pour votre question, Madame Caspo. Alors, effectivement, c'est une intersection qui fait partie de certaines intersections qui posent problème. Il faut que vous sachiez qu'on a pris le temps, il y a quelques semaines, toute l'équipe de l'arrondissement, donc avec les directeurs et plusieurs employés, tous les élus, de faire un tour de vélo dirigé par Vélo Québec, qui a voulu prendre la promenade dans Outremont avec nous pour nous montrer, nous pointer certains aménagements, ce qui était bien, ce qui était moins bien, et des pistes de solutions, et pour ouvrir les yeux, en fait, aux gens, pour s'assurer que ceux qui réfléchissent à tout ça dans les bureaux savent vraiment la situation sur le terrain. Donc ça, au niveau local, on l'a fait, et c'était très informatif, intéressant. Puis la piste cyclable comme telle de Côte-Sainte-Catherine, en plus, en ce moment, fait partie de l'audit qui est revu par le service du SUM, c'est ça. Donc, en ce moment, ils sont en train de regarder les différentes solutions et les différents aménagements qui doivent être faits. Je ne sais pas si ça va se conclure par un feu de circulation, là, si de façon ponctuelle, c'est la solution qui sera retenue, mais certainement, il y a des modifications qui vont être apportées éventuellement une fois que leur évaluation sera faite. Merci beaucoup, Mme Choco. Question de Dorothée Bossis. Le sujet fermeture à la circulation et accès personnes en situation de handicap. La question, les fermetures à la circulation estivale limitent l'accès des personnes en situation de handicap. Sur l'avenue Bernard, les places devant le théâtre Outremont ne sont plus accessibles et les places les plus proches de la zone piétonne sont assez éloignées, ce qui diminue, voire empêche l'accès aux commerces, restaurants et au théâtre. Sur Dollard, devant Stanislas, il n'est plus possible de s'approcher de l'entrée en voiture pour venir chercher ou déposer un enfant en situation de handicap. De la même façon, un parent handicapé ne peut pas stationner à proximité de l'établissement pour assister à une réunion ou un spectacle de fin d'année. Est-il prévu de modifier ces fermetures ou d'ajouter des places pour personnes en situation de handicap aux abords des zones piétonnes pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux restaurants, commerces, théâtres et écoles, au même titre que les personnes valides? Madame Plante. Merci pour votre question, Madame Bossis. J'espère que je le dis bien. Concernant le boulevard Dollard, l'espace de stationnement réservé aux personnes handicapées est toujours accessible aux gens qui ont la vignette par Van Horn, donc elle reste accessible pour vous. Vous pouvez y aller. Concernant l'avenue Bernard, en ce moment, il y a une place accessible qui est sur le côté est de l'avenue du Rocher, qui est une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Cependant, les équipes ont entendu le commentaire que ce n'est pas nécessairement super proche des commerces, des restaurants, fait qu'il va y avoir une analyse qui va être faite. La question a été fournie d'avance, donc on va pouvoir la passer pour voir si on pourrait ajouter temporairement des espaces de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite sur les rues perpendiculaires plus près de la fermeture de rue, un peu pour vous aider à fréquenter facilement. Merci. Question de Chantal Vinette, le sujet rénovation illégale. La question, j'aimerais savoir quelles sont les pénalités pour les rénovations illégales et quels suivis sont faits. On voit énormément d'avis de cesser les travaux et malgré tout, les travaux se poursuivent. C'est certain que si les pénalités ne sont pas assez dissuasives, ces rendez-vous aux illégaux se poursuivront. Les propriétaires derrière chez moi ont complètement rasé leurs cours, arbres et verdure pour y mettre du pavé. Ils ont construit une rallonge à leur maison et ont fait une terrasse, tout ça malgré les nombreux avis reçus. On se fait dire qu'ils devront remettre comme c'était avant, mais... Alors, c'est un dossier qui est très connu de la part de l'arrondissement. D'abord, ce n'est pas le 5380 Hutchison, mais c'est le 5379 du Rocher. Et donc, évidemment, il y a plusieurs étapes qui ont été prises par l'équipe d'inspection des permis. Et il y a plusieurs interventions qui ont été réalisées. À ce stade-ci, bon, il y a eu un arrêt de chantier. Il y a eu plusieurs arrêts de chantier. Il y a 4 constats d'infraction qui ont été émis. Les pénalités applicables sont de 1 000 $ et plus les frais pour les personnes physiques et 2 000 $ plus les frais pour les personnes morales, et les 2 types de constats d'infraction ont été transmis. Ceci étant dit, ça, c'est un exemple parfait de ce dont je parlais tout à l'heure, puis de la nouvelle facture qu'on va pouvoir émettre pour les infractions. Ça veut dire que quand il y a une plainte, il y a un arrêt de chantier, donc il y a une affiche rouge qui est mise dans la porte, parce que les gens doivent afficher leur permis quand ils font des travaux. Donc, il y a un arrêt de chantier mis devant la porte, le chantier est arrêté, la personne doit se conformer, pas d'avis, pas de facture. La personne, elle se déplace au bureau des permis, elle rencontre les équipes du service d'urbanisme qui vont l'accompagner pour se conformer. Jusque-là, tout va bien. Mais si la personne continue malgré l'arrêt de chantier, donc c'est la première réinspection, là, on donne une première facture, on va modifier aujourd'hui l'avis de motion, 300 $. Si la personne, elle continue le lendemain,
récidive 1 000 $. Et si la personne elle continue le surlendemain, récidive encore 1 000 $. Et ce n'est pas des constats d'infraction, ce sont des factures. Ça veut dire que la personne ne peut pas contester. Il y a pas de, c'est une facture qui est facturée à la personne pour le déplacement de l'inspecteur qui travaille dans l'arrondissement. Donc, c'est un peu le concept de l'utilisateur-payeur. Vous décidez de faire des travaux sans permis, eh bien, on va vous facturer le déplacement du professionnel qui va aller constater. Le message qui doit être envoyé ici, c'est « ça va vous coûter beaucoup moins cher de collaborer ». Et c'est un petit peu ce qu'on essaie. Donc, ça devrait nous aider pour ce genre de situation-là. Et le dossier dont Madame parle, c'est probablement un dossier qui va finir au tribunal. Donc, ça met fin à la période de questions. On ne prendra pas de pause. On va passer à travers le conseil rapidement. Si vous me permettez. Donc, allons-y, Maître Desjardins. Oui. Donc, le point 10.05, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 juin 2026 à 19 h. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Pour. 10.06, il n'y a pas d'intervention, Mme la mairesse. 20.01, la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à la table de quartier d'Outremont pour la période 2026-2027 pour poursuivre l'élaboration de la planification stratégique afin de réaliser des actions concrètes en développement social à travers le territoire d'Outremont, conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local, d'approver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et la table de quartier d'Outremont établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par la Ville-Centre. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Pour. 30.01, déposer le rapport des décisions déléguées pour le mois de mai 2026. 30.02, déposer la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de mai 2026. 30.03, déposer la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois de mai 2026. 30.04, déposer la liste des virements de crédit pour le mois de mai 2026. 30.05, la proposition est à l'effet d'autoriser une affectation d'un montant de 25 723 $, toutes charges applicables incluses, provenant du surplus libre de l'arrondissement, pour permettre la modification des conditions de travail jusqu'au 31 décembre 2026 d'une attachée politique au sein du cabinet de la mairesse de l'arrondissement, et ce, rétroactivement au 27 juin 2026. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 30.06, la proposition est à l'effet de déposer les résultats financiers au 31 décembre 2025 de l'arrondissement d'Outremont, de réaffecter les soldes de surplus conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice financier 2025 de la Ville de Montréal adopté par le conseil municipal le 17 juin 2026, d'approuver le plan de remboursement du déficit de l'arrondissement d'Outremont pour un montant de 1 469 300 $, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 40.01, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement modifiant le règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux à O204. L'objet du règlement vise à modifier les heures autorisées pour la tenue d'un événement spécial sur le territoire ainsi qu'à mettre à jour le règlement. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le côté nord de l'avenue Lajoie, comprises entre les avenues Outremont et Stuart, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Pour. 40.03, la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement. L'objet du règlement vise à modifier le sens de la circulation sur l'avenue Fairmount ainsi que certaines règles de stationnement sur les avenues Durocher et Fairmount selon le plan de mobilité durable de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement. L'objet du règlement vise à modifier le sens de la circulation ainsi que certaines règles de stationnement sur les avenues Bloomfield et Saint-Viateur selon le plan de mobilité durable de l'arrondissement d'Outremont. Je propose.
J'appuie. Je suis pour. 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 40.05, c'est un avis de motion. Vous souhaitez que j'en fasse la lecture? S'il vous plaît. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Braun donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2026 » en O702 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les tarifs applicables aux frais d'inspection liés aux avis de non-conformité. 40.06. La proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant la mise en place de concepts d'aménagement de rues actives et familiales, visant notamment à transformer une rue afin de ne permettre que la circulation locale sur les avenues Glencoe et McDougall jusqu'à la fin du mois d'octobre 2026. Je propose. J'appuie. Pour. 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 40.07, la proposition est à l'effet de modifier l'ordonnance CA 26-16-0140 entérinée lors de la entérinée lors de la séance ordinaire du 2 juin 2026, autorisant la fermeture à la circulation automobile sur diverses rues de l'arrondissement dans le cadre de l'événement Les Championnats du monde route UCI Montréal 2026, qui se tiendra du 19 au 27 septembre 2026 et dont des compétitions se tiendront sur le territoire d'Outremont du 23 au 27 septembre 2026, en y ajoutant une autorisation permettant de suspendre les règles relatives à l'entretien de la chaussée du 23 au 27 septembre 2026 inclusivement sur les avenues suivantes: avenue Bloomfield entre les avenues Laurier-Ouest et Fairmount-Ouest, avenue de l'Épée entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Fairmount-Ouest, avenue Kerb entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Fairmount-Ouest et avenue du Rocher entre les avenues Laurier-Ouest et Fairmount-Ouest. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 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 40.08, la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants, et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement projection extérieure du film Totuk Tavuk sous nos yeux, organisé par l'organisme Funambule Média et l'Université de Montréal. Événement fête de mi-saison, organisé par le club de tennis du Parc Joyce. Événement le CPE Le Pitchounet fête ses 50 ans, fête ses 50, organisé par le Pitchounet par le CPE Le Pitchounet, pardon, et événement Forum des aînés organisé par la table de concertation des aînés. Je propose. J'appuie. Pour. 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 47.01, la proposition est à l'effet de refuser la demande d'approbation de PIA pour l'immeuble situé au 1223 avenue Van Horn. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 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 47.02, la proposition est à l'effet d'accepter pour l'immeuble situé au 57 avenue Spring Grove la demande d'approbation de PIA avec les réserves suivantes: restaurer les portes en bois d'origine ou les remplacer par des portes en bois identiques aux portes existantes et conserver les linteaux de maçonnerie en arche existante et reproduire le même linteau en arche pour la nouvelle ouverture. Nonobstant la recommandation du CCU, le Conseil accepte pour l'immeuble situé au 57 avenue Spring Grove la demande d'approbation de PIA en modifiant la première réserve comme suit: restaurer les portes en bois d'origine ou les remplacer par des portes en aluminium telles que proposées par le demandeur. Je propose. J'appuie. J'appuie, pardon. Pour. Donc, Mme Plante, vous appuyez. Pour. 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 Parfait. 47.03. La proposition est à l'effet d'approuver la demande de PIA visant à la construction d'un immeuble mixte de 6 étages situé au 1110 avenue Van Horn avec les réserves suivantes: intégrer à la nouvelle façade une plaque commémorative permanente dédiée au bâtiment effondré dont le contenu, la localisation, le format et le mode d'intégration architecturale doivent être élaborés en collaboration avec un expert en histoire du patrimoine et déposer avec la demande de permis ladite plaque devant être réalisée en acier inoxydable, en bronze ou en pierre taillée, présenter une superficie entre 0,3 et 0,5 m² et être fixée avec une quincaillerie antivol si elle est posée en surface. Soumettre un plan de viabilité des plantations préparé par un architecte paysagiste. Le plan de viabilité doit inclure les détails de conception des bacs et des fosses de plantation, le volume de sol requis en mètres cubes pour chaque arbre et plantation, le système d'alimentation en eau, les conditions d'ensoleillement ainsi que les mesures assurant la robustesse et la viabilité à long terme des plantations. Préalablement à la délivrance du permis de construction associé à la demande 300-346-3038, fournir une garantie financière correspondant à 10 du coût estimé des travaux de construction, excluant les travaux d'aménagement paysager. Cette garantie financière doit assurer l'exécution complète des travaux de construction conformément aux plans et documents approuvés lors de la délivrance du permis. Et déposer une estimation des coûts ventilés pour les travaux d'aménagement paysager, préalablement à la délivrance du permis de construction associé à la demande 300-346-3038, fournir une garantie financière correspondant à 10 du coût estimé des travaux d'aménagement paysager. Cette garantie financière doit assurer l'exécution complète des travaux d'aménagement paysager ainsi que la viabilité des plantations pour une durée minimale de 3 ans suivant leur plantation, conformément au plan approuvé. Je propose. J'appuie. Pour. Pour. Pour.
47.04, la proposition est à l'effet d'accorder pour l'immeuble situé au 1110 avenue Van-Nord la demande de dérogation mineure visant à autoriser une dérogation à l'article 17.1.1 du règlement de zonage afin de permettre l'installation de garde-corps d'une hauteur maximale de 1,5 m sur les paliers volés situés à plus de 10 mètres du sol d'un des deux escaliers extérieurs localisés entre les deux volumes. Je propose. J'appuie. Pour. 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 47.05, la proposition est à l'effet d'autoriser la demande d'occupation permanente du domaine public relativement à l'immeuble situé au 28 avenue Elmwood visant une partie d'un escalier occupant 0,76 m² sur le domaine public, tel que décrit sur le certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre Martin Gascon, minute 13 424, dossier 1610-24, daté du 2 novembre 2016. Je propose. J'appuie. Pour. Pour. 47.06, la proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 5 du règlement relatif à la cession d'un terrain ou au versement d'une somme aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs et de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels ou destinés à un centre de services scolaires sur le territoire de la Ville de Montréal, 17055, le versement d'une somme compensatoire de 269 646,61 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel et de verser cette contribution au Fonds des parcs de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Pour. 47.07, la proposition est à l'effet d'approuver en vertu de l'article 9.1.4 du règlement de zonage la demande d'exemption de fournir et de maintenir les 43 cases de stationnement exigées à l'article 9.5 du règlement de zonage pour le bâtiment situé au 1110 avenue Vernon, d'imputer la recette au montant de 279 500 $ au fonds de compensation de stationnement et ce, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Pour. 51.01, la proposition est à l'effet de renouveler pour une durée de 2 ans le mandat de Mme Catherine Desjardins et M. Olivier Gérard pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme à titre de membre résident, tel qu'indiqué au règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme AO02. Je propose. J'appuie. Pour. Et finalement, déposer les comptes rendus des réunions du Comité de circulation, stationnement et sécurisation tenues les 16 avril 2026 et 12 mai 2026. 20h37, 20h38, levée de la séance. Merci beaucoup tout le monde. Bon été. Bon été. Bon été.